Salut à tous, c'est Ben, je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on poursuit les previews, on va s'intéresser aux équipes qui devraient se battre pour une place en play-in, voire pourquoi pas décrocher directement la 6ème place qualificative pour les playoffs. Allez, débutons sans plus attendre par la première équipe. Alors la première équipe dont nous allons parler, c'est le Cholet Basket. Désolé pour les supporters choletais. Cholet va connaître une transition au coaching cette saison puisque c'est l'ancien adjoint Fabrice Lefrançois qui va prendre la tête de l'équipe à la place de Laurent Villa. Côté joueur, il y a eu plusieurs départs importants. À noter le départ du prospect Tidjane Salin qui a été drafté en 7ème position par les Hornets. Le départ également de Neil Sako qui n'ira pas très loin puisqu'il est signé à Lasvel où il y découvrira l'Euroleague à la rentrée. Toujours dans la raquette, on peut également noter les départs de Kim Tidi et de Emmanuel Zekwasi. Et à l'aile, on peut également noter le départ du Tchèque Vojtěch Ruban. Enzo Gudusina n'a pas été conservé par les dirigeants choletais et a signé à Saint-Quentin pour remplacer Lucas Boucaud qui s'est blessé. Matteo Leray, un produit du club, sur qui le club semblait d'ailleurs compter, a finalement fait le choix de préférer rester du côté de La Rochelle. Pour compenser ces départs, Guillaume Costantin et Fabrice Lefrançois ont été chercher de nouvelles têtes. Il y a des joueurs que l'on connaît déjà plutôt bien puisqu'ils ont évolué en France, à commencer par Stephen Smith, un arrière américain qui évoluait du côté d'Orléans la saison dernière et qui a été le 4e meilleur scoreur de Pro B. On peut également noter l'arrivée là aussi de Pro B de Mohamed Diawara qui a fini la saison du côté de Poitiers, de Chris Ebundo qui est passé par le passé justement du côté de la Pro B avec Boulazac et Denain, et enfin il y a la signature phare de l'été, celle de Bastien Vautier, dans un registre qui sera très différent de celui de Neil Sako. Les autres joueurs étrangers qui ont été recrutés, quant à eux, n'ont jamais foulé les parquets français. Melvin Cleveland, tout d'abord, joué au Portugal. Aaron Wheeler a été le MVP de la dernière saison côté Slovaquie, et il y a Jamoni McNeese qui évolue en Grèce. Mais la dernière nouvelle, c'est la signature de André Robertson, qui a fait couler beaucoup d'encre puisque c'est un joueur NBA référencé gros défenseur qui a signé en tant que pigiste médical afin de compenser la blessure malheureuse. Et oui, déjà, c'est assez tôt dans la saison, mais Aaron Wheeler s'est malheureusement blessé, le nouveau poste 4 au Choletais. Dans l'ensemble, ça donne un roster assez équilibré, assez expérimenté aussi, avec, je trouve, des plus-values intéressantes, notamment en termes de profondeur par rapport à la saison passée. J'y reviendrai. N'ayant pas su proposer une prolongation de contrat acceptable à Laurent Villa avec un salaire moindre et peu de garanties sur les moyens mis à sa disposition pour construire un effectif de qualité, ce dernier a préféré plier bagage direction Strasbourg. Donc finalement, on pouvait nourrir des craintes pour Cholet sur le volet financier, mais finalement, le recrutement n'est pas inintéressant, loin de là. Maintenant, on le sait, Cholet ne roule pas sur l'or et il ne faut pas oublier que Cholet Basket a investi aussi beaucoup d'argent sur son centre de formation, ce qui a d'ailleurs notamment permis de faire éclore au plus haut niveau Tidjane Salin qui a été drafté assez haut, ce qui devrait aussi permettre à Cholet de toucher une compensation financière qui devrait être plutôt intéressante. De quoi peut-être remonter un petit peu dans la hiérarchie des budgets et des masses salariales, puisque l'an dernier, si Cholet possédait le 10e budget, il n'avait que la 14e masse salariale sur 18 clubs. Donc on voit quand même que Cholet ne fait pas partie des clubs les plus fortunés de l'élite. Alors, justement, que peut-on attendre de Cholet pour la saison à venir? Déjà, essayons de repartir un petit peu en arrière. L'an passé, Cholet a connu une saison, on va dire, faite de haut et de bas, avec tout de même une 7e place, donc qualificative directement pour les playoffs, avec le même bilan comptable que Saint-Quentin et le Portel. Cholet Basket disputera donc le tour préliminaire de la BCL, la Basketball Champions League. Cette saison, je pense que l'objectif sera de tenter de se qualifier pour les playoffs, même si on le sait, le championnat est très homogène et il se pourrait bien que Cholet soit positionné dans le play-in en fin de saison, car oui, c'est la grande nouveauté, l'instauration du play-in. Et je me dis, de mon côté, pourquoi pas retrouver Cholet aux alentours de la 10e place. La 10e place étant, je vous le rappelle, la dernière place qualificative pour le play-in. Pour mener à bien cette mission, je vais vous proposer 3 joueurs qui seront selon moi les joueurs à suivre côté Choletais cette saison. Le premier joueur que je vous propose, il est positionné sur le secteur extérieur. Ce n'est pas TJ Campbell qui devrait être de son côté le taulier et le leader de cet effectif, mais j'ai plutôt envie de parler d'un autre joueur. J'en ai parlé tout à l'heure, il vient de Pro B, c'est Stephen Smith. Je veux en parler parce que c'est vrai que l'an dernier, c'est sur son poste, le poste 2, que Cholet a eu des difficultés. À commencer déjà avec Jerry Blakes qui n'a pas donné satisfaction. Ensuite, il y a eu un autre joueur, toujours américain, qui est arrivé
Craig Randall. Il est arrivé et même s'il a fait du bien avec son côté pétard ambulant et sa capacité à scorer, eh bien c'était un joueur qui a été difficilement gérable et il n'a pas fait long feu dans les moches puisqu'il n'y a disputé que 9 matchs. Par la suite, c'est Nick Johnson qui est arrivé mais malheureusement il s'est blessé très vite. Et puis pour finir la saison, c'est Eric Stevenson qui a pris sa place pour les playoffs. Alors que de l'autre côté, c'est vrai que dans un même temps, Gérald Ayayi s'est aussi blessé et a été remplacé par Samuta Avea. Donc Cholet a été très malchanceux sur le poste 2 et a manqué vraiment d'un scoreur et d'une menace offensive à ce poste-là. Donc Stephen Smith me semble tout désigné pour prendre ce rôle-là de joueur un petit peu pétard ambulant qui pourra faire des dégâts grâce à son talent offensif. D'ailleurs, c'est ce qu'a déclaré le coach Fabrice Lefrançois à sa signature. Je vous lis la citation. Nous recherchions un joueur extérieur capable de mettre des points en sortie de banc. Steph correspond complètement au profil, que ce soit à 3 points ou en percussion. Il a le talent pour faire de belles choses avec nous, comme le prouve sa série de playoffs avec Orléans, avec une pointe à 30 points. Le deuxième joueur qui sera à suivre, sans surprise, c'est Bastien Vautier. Pour sa découverte de l'élite avec le Portel, il a dominé au point d'avoir été sélectionné dans le All-Star Game et dans le 5 majeur de la saison. Il arrive donc avec le statut d'un des meilleurs pivots du championnat, français en plus de ça, et c'est presque surprenant de le voir signer à Cholet qui n'est engagé qu'au tour préliminaire d'une Coupe d'Europe. On aurait pu penser qu'en quittant le Portel, il aurait signé dans un club encore plus ambitieux avec des moyens encore plus importants, comme Bourg-en-Bresse par exemple, ou même dans un pays à l'étranger. Quoi qu'il en soit, on est toujours ravis de le voir évoluer en France et ce n'est pas les Choletais qui vont me contredire là-dessus. Ils ont mis la main sur l'un des meilleurs joueurs du championnat et ça va être intéressant de voir s'il va réussir à reproduire ses performances sous de nouvelles couleurs. Enfin, le troisième joueur dont je veux parler, c'est Mohamed Diawara. Après avoir développé et révélé aux yeux du monde entier Tidjane Salin, eh bien le prochain prospect de Cholet à développer, c'est Mohamed Diawara. Alors lui n'a pas été formé au club, mais il a carrément toutes les qualités pour s'imposer en Betclic Elite. C'est un véritable athlète, avec un physique et une envergure hors norme. Il est déjà très performant défensivement, ce qui est un très bon point. Il est très long, il a un excellent cardio et il sera clairement l'un des jeunes joueurs à suivre de cette saison. Il devra même développer sa palette offensive, mais comme je l'ai dit, c'est déjà un joueur hyper impactant défensivement. Et c'est intéressant d'ailleurs de noter que Cholet va continuer à avoir 2-3 jeunes à développer encore cette saison avec Mohamed Diawara, Mo Diawara, Gérald Ayayi et également Nathan de Souza. Nathan de Souza qui est également un produit du club. Maintenant, les questions qui fâchent, c'est la tradition. Alors la première question qui me vient en tête, eh bien, ça concerne tout simplement la transition au coaching. Fabrice Lefrançois, il a quelques années d'expérience en tant que head coach, du côté de Évreux notamment, et il est à Cholet depuis maintenant quelques années dans le rôle de l'entraîneur adjoint. Ça reste un jeune coach, un petit peu à l'image de Philippe Da Silva d'ailleurs, qui avait coaché, je crois, en N1 ou en N2. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que le travail réalisé par Laurent Villa était assez monstrueux depuis 3 ans. Cholet était au fond du trou avec des résultats sportifs vraiment inquiétants, qui flirtait d'ailleurs avec la zone de relégation. Puis Laurent Villa est arrivé et a permis à Cholet de retrouver, d'ailleurs les playoffs, mais aussi d'être européen et même de disputer une finale européenne, malheureusement perdue. Et il repart en plus de ça avec le titre de meilleur coach de l'année de Betclic Elite en 2023. Donc oui, n'en déplaise aux supporters choletais, le départ de Laurent Villa, c'est quand même un coup dur et il va falloir que Fabrice Lefrançois soit à la hauteur. Sans pour autant dire qu'il ne le sera pas, comme à chaque changement de coach, et c'est d'autant plus le cas avec des coachs qui ont relativement peu d'expérience à ce niveau, la question mérite d'être posée. La deuxième interrogation que je vais avoir, c'est celle de l'adaptation des joueurs étrangers aux spécificités de la Betclic Elite. Sur le papier, on voit qu'il y a des joueurs qui ont roulé leur boss un petit peu partout, donc en termes d'adaptation au jeu à l'étranger, c'est déjà quelque chose de rassurant, parce que voilà, on sait que le championnat polonais, portugais, la Slovaquie, on peut toujours avoir un petit peu de mal à évaluer ce que ça donne vraiment. Mais bon, pour rassurer les supporters choletais, ces joueurs qui viennent de ces pays-là, de ces championnats-là, ils ont tout de même une expérience européenne, que ce soit en FIBA Europe Cup ou en BCL, ce qui est déjà plutôt rassurant. Et la troisième interrogation que je vais avoir, à l'instar de quelques autres équipes qui ne roulent pas sur l'or et qui font quelques paris, c'est que CB va potentiellement se qualifier pour la BCL, une Coupe d'Europe, et donc va devoir jouer sur plusieurs tableaux. Avec un effectif aujourd'hui de 10 joueurs, il n'y aura pas énormément de marge de manœuvre, avec soit des blessures, soit des joueurs qui pourraient ne pas apporter satisfaction. Et c'est vrai qu'avec la limitation du nombre de changements
je dis pas de contrat mais de changement en cours de saison, eh bien on aurait peut-être pu s'attendre à avoir un jeune prometteur en plus, notamment sur le secteur extérieur. Et c'est d'ailleurs, je pense, ce que souhaitait faire Fabrice Lefrançois avec Matteo Loré. En ce qui concerne les motifs d'espoir, eh bien j'ai envie de mettre en avant la profondeur d'effectifs qui, à mon sens, faisait défaut la saison passée. Le roster cette saison semble assez homogène et certaines des rotations peuvent vraiment être des joueurs d'impact. Nathan de Souza, par exemple, a été une belle surprise la saison passée. Il a montré des flashs vraiment très intéressants des deux côtés du terrain. Il n'a clairement pas froid aux yeux. On pourrait faire le même constat avec Mo Diawara qui va être dans l'énergie et qui va apporter de la densité physique et une présence défensive très appréciable. La défense, ça devrait justement être l'une des forces de Cholet cette saison. Le coach a déjà déclaré vouloir mettre l'accent sur cet aspect-là du jeu qui est non négociable et c'est plutôt fidèle à ce qu'on a vu sur la construction de l'effectif. Donc sans avoir une équipe flashy, Cholet semble avoir monté une équipe solide qui me semble à même de pouvoir prétendre jouer le play-in, autrement dit de terminer entre les places 7 et 10. Supporters choletais, n'hésitez pas à vous prononcer sur la saison qui vous attend en commentaire. Je sens que vous allez réagir. Parlons maintenant de la SIG Strasbourg qui accueille un nouveau coach suite au départ de l'Italien Massimo Cancellieri. Laurent Villa, et oui, je viens d'en parler avec Cholet, va prendre les rênes de l'équipe strasbourgeoise et a dû reconstruire un effectif puisque 8 joueurs de la saison dernière sont partis, avec quelques départs qui, je pense, vont chagriner les supporters strasbourgeois, à commencer par Paul Lacombe et Léo Cavalière. Je vous avoue que je m'attendais à ce que Paul Lacombe, Léo Cavalière et Boris Zalo, également, qu'il faut citer, eh bien, ils fassent partie de la base JFL restante. Mais au final, il n'y a que 2 joueurs qui sont restés, ce sont JB Maille et puis Hugo Invernizzi. Alors, pour monter son effectif, eh bien, Laurent Villa, il a pioché à Dijon et à Blois pour s'offrir une belle doublette de pivots composée de Vitalis Chikoko et Brice Dessert. Il a également été pioché du côté du Portel, où il a fait venir le meneur finlandais Edon Maxouni, et puis il a convaincu son ancien joueur côté Cholet, Dominique Artis, de le rejoindre dans le Bas-Rhin. Et pour les signatures de joueurs étrangers qui n'ont jamais évolué en France, eh bien Laurent Villa a été débauché le Croate Philippe Kruslin, qu'il a affronté d'ailleurs avec Cholet en BCL. Malik Fitz est également arrivé, tout comme Jeff Robertson qui remplace déjà Jordan Skipper Brown qui n'apportait pas satisfaction dans son profil. Ça donne un effectif intéressant sur le papier avec des postes doublés par de solides rotations. Avoir un JB Maille, Ilan Pietrus, Philippe Kruslin, Jeff Robertson ou encore Brice Dessert ou Vitaly Chokoko sur le banc, eh bien ça montre toute la profondeur de l'effectif strasbourgeois avec un bon mix entre des joueurs d'expérience et des joueurs à développer, avec par exemple l'intégration permanente cette fois au niveau professionnel de Ilan Pietrus, forcément le fils de Flo Pietrus, vous voyez très bien de qui je veux parler. Ilan Pietrus sera la première rotation de Dominique Artis au poste 2 et il se pourrait même que Maxence Lemoine, du haut de ses 17 ans, eh bien il fasse quelques apparitions avec l'équipe première cette saison. Alors côté budget, si la SIG a baissé dans la hiérarchie ces dernières années, on reste sur un club avec un certain standing et des moyens très intéressants. Preuve en est, puisque la saison passée, Strasbourg possédait le 5e budget, mais seulement la 9e masse salariale. Masse salariale qui devrait baisser d'environ 20% par rapport au montant initialement indiqué et déposé à la DNCCG. Cette saison, on peut également noter, vous l'avez peut-être déjà vu, que le chanteur M. Pokora va s'investir dans le club, déjà car il est entré au capital de la SIG en apportant 300 000 €, mais il va également s'investir personnellement sur la dynamisation du club en termes d'événementiel et également en travaillant autour de la direction artistique. La SIG, par l'intermédiaire de M. Pokora notamment, a d'ailleurs dévoilé au début de l'été son nouveau logo. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aimez ou est-ce que vous n'aimez pas ce changement d'identité et ce changement de logo de la SIG? Alors, si l'on en revient aux sportifs, la SIG, la saison dernière, a terminé 12e de la saison. Ça faisait un sacré moment que les Strasbourgeois n'avaient plus été privés des playoffs, 2012 très exactement. Alors à l'aube de cette nouvelle saison et alors qu'un nouveau cycle de 3 ans a été annoncé côté Sigmen, est-ce qu'on peut imaginer Strasbourg retrouver les playoffs? J'ai bien envie de vous dire que oui, et c'est d'ailleurs l'objectif du président strasbourgeois qui souhaite retrouver les playoffs ainsi que la BCL à court terme. Mais on peut aussi imaginer que la reconstruction de l'effectif et l'arrivée d'un nouveau coach vont nécessiter un petit temps d'adaptation, ce que semble d'ailleurs montrer la préparation des Sigmen qui a été assez compliquée en termes de résultats. Alors, la SIG parviendra-t-elle à se qualifier en play-off ?
À titre personnel, je les vois plus être dans le play-in, peut-être à la 9e place, peut-être à la 8e place. Ce sera en tout cas une équipe à suivre avec, je pense, beaucoup de potentiel si la mayonnaise parvient à prendre. Et du côté des joueurs à suivre, côté strasbourgeois cette saison, eh bien, je vais partir sur 2 joueurs. Dominique Artis d'un côté et Brice Dessert de l'autre. Dominique Artis, on le connaît, et Laurent Villa le connaît d'ailleurs très bien, puisqu'à Cholet, avec Laurent Villa en coach, eh bien, Dominique Artis avait réalisé une très grosse saison. C'était un joueur clutch, vraiment, capable de prendre ses responsabilités et il a, d'après Laurent Villa, une éthique de travail exemplaire. Il faisait partie des meilleurs scoreurs de la ligue avec Cholet et il semble tout dessiner pour être l'un des leaders de cet effectif, notamment sur le domaine offensif. Et si la SIG veut retrouver les playoffs, forcément, tout semble indiquer que ça passera par une grosse saison de Dominique Artis. L'autre joueur à suivre, à ranger dans la catégorie des prospects, c'est Brice Dessert. Longtemps en pourparlers avec Nanterre, eh bien, l'ancien intérieur blésois a finalement posé ses valises en Alsace. Il sort d'un exercice vraiment très intéressant avec Blois, il voudra s'affirmer comme un très bon intérieur de la division. Honnêtement, au vu des progrès qu'il a montrés en fin de saison dernière et sur la préparation, je ne serais pas surpris qu'il explose cette saison et qu'il devienne le pivot numéro 1 de cette équipe, devant un Vitalis Chikoko, toujours dangereux, mais de plus en plus sur la pente descendante, au contraire de Brice Dessert qui a clairement l'avenir devant lui. Parlons maintenant des craintes que l'on pourra avoir pour la SIG Strasbourg. En vrai, je n'en identifie pas beaucoup, si ce n'est celle forcément d'une reconstruction d'effectifs assez large, avec beaucoup de mouvements, que ce soit du côté des joueurs, mais aussi du côté du coaching. Donc Laurent Villa va devoir réussir à créer une alchimie dans son groupe. Ensuite, et je ne sais pas si c'est une crainte ou plutôt un motif d'espoir, mais je trouve qu'il y a un backcourt intéressant avec un duo Edon Mazzoni-Dominique Artis qui sera à surveiller de très près. Ce sont 2 joueurs qui aiment bien manier le ballon, donc j'ai très hâte aussi de voir comment Laurent Villa et comment ces 2 joueurs vont arriver à fonctionner ensemble. Il n'y aura qu'un seul ballon sur le terrain, mais c'est aussi l'avantage d'avoir des rotations solides, c'est qu'on peut très bien imaginer différents scénarios, différentes options et différentes associations, où JB Maï par exemple pourrait peut-être être associé à Edon Mazzoni ou à Dominique Artis par exemple. Et ça, c'est justement un aspect positif, donc parlons des motifs d'espoir. Le fait qu'il y ait différentes associations de joueurs possibles, avec pas mal de joueurs capables d'évoluer également sur plusieurs positions sur les lignes extérieures. Il semble également y avoir une belle complémentarité sur tous les postes, avec des profils plutôt de scoreurs, des défenseurs bien identifiés, des joueurs qui vont amener de la physicalité notamment, Malik Fitz et Jeff Robertson qui vont justement amener cette dose d'athlétisme qui pouvait faire défaut avant leur signature. Donc vraiment, je trouve sur le papier en tout cas que l'actif semble équilibré et bien construite avec des profils différents de shooters, de scoreurs, shooters comme Philippe Crosslin ou Hugo Invernizzi par exemple, des postes 3-4 qui semblent être là pour amener du liant et de la physicalité, et des intérieurs qui peuvent être dominants dans des registres différents. Et avec un seul match par semaine, parce que oui, la SIG ne disputera pas de Coupe d'Europe cette année, eh bien l'effectif qu'à Strasbourg me semble très qualitatif, et je les verrais bien prendre les places 8, 9 ou 10, c'est-à-dire terminer dans le play-in au minimum. Et si ça clique bien, parce que je l'ai dit, il y a beaucoup de potentiel dans cette équipe, eh bien peut-être que la SIG pourrait se passer d'un play-in en prenant directement la dernière place qualificative pour les playoffs, c'est-à-dire la 6e place. Mais ça, l'avenir nous le dira au sortir d'une préparation pas forcément rassurante. Il faudra d'ailleurs ne pas prendre de retard à l'allumage côté Strasbourg. Continuons avec la sensation de la saison passée, Saint-Quentin. Le petit Pousset, qui était un promu, a réussi un véritable tour de force en se maintenant dans l'élite et en faisant même encore plus fort puisque les Picards, eh bien, ils se sont qualifiés pour les playoffs et ils seront engagés en BCL pour cette saison. Saint-Quentin est donc européen pour sa 2e saison dans l'élite. Et oui, rien que ça. Et qui dit saison réussie pour un club aux moyens modestes dit forcément joueur courtisé à l'intersaison. Donc regardons un petit peu plus près les départs et les arrivées. On peut voir que certains joueurs importants du dispositif de Julien Mahé ont pris les voiles, notamment Melvin Agença, Nate Johnson, Will Rayman qui va retourner au Maccabi Tel Aviv et qui découvrira de son côté l'Euroleague, et enfin Mathis Dosouyovo qui a parfaitement réussi la transition Pro B Betclic Elite en étant l'un des meilleurs intérieurs de la division. Pour remplacer ces cadres, Julien Mahé a pu compter sur l'argument Coupe d'Europe pour attirer des joueurs intéressants. Bienvenue à Giovan Onyangue, à Noah Kirkwood en provenance de Bonn en Allemagne, à Jérôme Robinson, un ancien joueur NBA qui jouait avec l'équipe affiliée des Warriors en G-League,
Khalid Moore également, qui évoluait du côté de la Grèce, au prospect Mohamed Diakité qui sort de l'INSEP, et notamment à l'intérieur Marcus Santos Silva qui a réalisé une très belle saison rookie à Lille en Pro B. Et puis également, bienvenue à Enzo Gudusina qui va venir remplacer Lucas Boucaud qui sera blessé pour le début de saison. En plus de ces recrues, Julien Mahé a quand même pu conserver certains de ses joueurs, à commencer par la pépite, forcément qui sera à suivre, Nolan Traoré, le frère de Armel qui a signé au club en fin de saison dernière. J'y reviendrai sur son cas d'ailleurs un petit peu plus tard, mais c'est un excellent, très beau coup qu'a réalisé Saint-Quentin de pouvoir conserver Nolan qui a été courtisé un petit peu partout, que ce soit en France, en Europe, voire même en Australie. Julien Mahé pourra également compter sur Lucas Boucaud, Loïc Schwartz, William Pfister et le Golgoth polonais Dominik Olejniczak. Julien Mahé a donc pu conserver la moitié de son effectif, ce qui n'est franchement pas si mal. Maintenant, côté budget, Saint-Quentin sera encore logiquement l'un des petits poussets de cette saison, même s'il y aura une belle concurrence de la part de La Rochelle. Le SQBB possédait le dernier budget et l'avant-dernière masse salariale la saison dernière. Malgré tout, le fait de jouer une Coupe d'Europe a peut-être permis d'augmenter légèrement le budget et on voit au recrutement effectué bien que Saint-Quentin semble attractif grâce à la Coupe d'Europe justement, mais aussi car Saint-Quentin sera peut-être aussi suivi un petit peu partout grâce à la présence de Nolan Traoré qui est annoncé dans le prochain top 5 de la prochaine draft. À l'instar de ce qui s'est passé avec Victor Wembanyama, Zachary Rizaché ou encore Tidjane Salin, il y aura de nombreux scouts qui vont venir observer Saint-Quentin. Le club Picard va donc énormément gagner en visibilité et a pu permettre aussi d'être plus attractif lors du recrutement. Et d'ailleurs, je l'ai oublié, mais c'était le cas la saison dernière avec Melvin Agença. Le classement de la saison dernière, j'en ai déjà parlé, le SQBB a terminé 6e et a été éliminé par l'Asvel en quart de finale des playoffs. De quoi assurer donc une place garantie en Champions League. Cette saison, à quoi s'attendre pour Saint-Quentin? Déjà, il faudra voir quel va être le rendement des recrues étrangères, mais pour l'heure, je pense que si Saint-Quentin parvient à aller chercher une place dans le play-in, ce sera déjà une saison réussie. Si je devais mouiller, je dirais que je les vois bien finir autour des places 8 ou 9, un petit peu comme la SIG. Et pour atteindre l'objectif premier, qui sera quand même de maintenir le club dans l'élite et de faire bonne figure en Europe, eh bien Julien Mahé devra s'appuyer sur des joueurs clés. Des joueurs clés, des joueurs à suivre, appelez-les comme vous voulez. Sans surprise, le premier joueur qui vient à l'esprit quand on va penser à Saint-Quentin cette saison, ce sera Nolan Traoré. Nolan, il a commencé la saison passée au Pôle France et il dominait en National 1. Il a été signé par Saint-Quentin en fin de saison dernière pour compenser la blessure de Tiger Campbell, le meneur américain. Et il a littéralement, Nolan Traoré, crevé l'écran du haut de ses 18 ans. Ce jeune meneur n'a pas froid aux yeux, il a montré qu'il pouvait performer déjà en Betclic Elite, voire même dominer dans des matchs à enjeu, et même face à des clubs d'Euroleague. Il a d'ailleurs pris un malin plaisir à torturer l'Asvel, d'abord en saison régulière, en inscrivant 18 points et 8 passes décisives en 21 minutes, et puis lors de la série des playoffs, sur laquelle il a tourné à 19,5 points et 7 passes de moyenne sur les deux confrontations. Tout ça à 18 ans. Ça montre déjà tout son talent, mais aussi sa maturité et la précocité de Nolan Traoré, qui sera donc avec un le majuscule, futur prospect français à suivre cette saison. Et au vu de ce qu'il a montré en fin de saison dernière, et même s'il sera dorénavant très attendu et scouté par les adversaires, eh bien, c'est quand même difficile de ne pas voir en lui l'un des joueurs clés de Julien Mahé, déjà de par sa faculté à scorer, mais aussi à créer des décalages pour ses partenaires. Ce sera forcément un élément majeur dans le sens où il va contribuer à permettre à Saint-Quentin de s'affirmer comme le club qui développe et met en avant de jeunes talents au niveau professionnel, comme ce fut le cas avant lui avec Hugo Besson, Melvin Agença ou Mathis Dosuyovo. Et ça, pour l'avenir, eh bien, c'est très intéressant pour Saint-Quentin. Bon, forcément, j'ai beaucoup parlé de Nolan Traoré, mais j'aimerais aussi ajouter un petit mot sur Jérôme Robinson. Je suis très curieux de ce que Robinson va produire cette saison. Il arrive avec un statut d'ancien joueur NBA, drafté d'ailleurs en 13e position en 2018, donc il n'a seulement que 27 ans. Il est encore loin d'être un joueur en fin de carrière. Il est décrit comme un joueur talentueux et altruiste, qui devrait donc amener une dose de talent et de scoring supplémentaire à une équipe qui était très défensive la saison dernière et qui pouvait parfois manquer d'un chouïa plus de facilité offensive. On va le dire comme ça. Jérôme Robinson devrait donc pouvoir amener ça, il sera donc l'une des curiosités de cette saison côté Saint-Quentinois. Maintenant, parlons d'un sujet qui fâche, les doutes que l'on pourrait avoir sur Saint-Quentin. D'abord, on peut se poser une question. Et si la saison dernière était une parenthèse enchantée pour le club Picard qui a surfé sur une incroyable dynamique pour sa montée dans l'élite? Eh oui,
on sait que bien souvent, c'est la deuxième saison qui est la plus compliquée. Et Saint-Quentin, à l'instar de La Rochelle, mais c'est encore plus vrai pour La Rochelle, eh bien, n'était pas forcément destiné à monter. Surtout que dans sa quête de se pérenniser à ce niveau, eh bien, Saint-Quentin va devoir jongler avec la Coupe d'Europe. Et ça peut être parfois compliqué pour des petits clubs de jouer sur différents tableaux, avec un roster un peu court. Il faut comprendre que Saint-Quentin n'a pas une grosse marge de manœuvre, et si les résultats en championnat sont un peu plus compliqués que la saison dernière, eh bien la Coupe d'Europe risque d'être mal vécue pour être une sorte de boulet au bout du pied. Car une Coupe d'Europe, ça demande un investissement aussi bien financier que sportif, car il va falloir voyager en semaine, ça va demander du temps, de récupération, de déplacement, etc. Donc autant de temps qui ne sera pas forcément mis à profit pour le préparer les matchs du week-end, qui devraient être logiquement les matchs les plus importants quand même pour Saint-Quentin. Ce qui m'amène au second point. Pour sa deuxième saison dans l'élite, en ayant terminé 6e, en ayant accédé à l'Europe et en ayant disputé des playoffs, on peut se demander quelles seront les ambitions des dirigeants, du staff, de Julien Mahé d'ailleurs, pour cette deuxième saison. Ça, c'est une interrogation, pas un doute, mais en tout cas, je me pose réellement la question. Ma troisième interrogation, va concerner cette fois le sportif et le secteur intérieur. J'ai assez peu parlé des départs, mais s'il y a bien un départ qui pourrait être difficile à combler poste pour poste, eh bien c'est celui de Mathis Dossou-Yovo, qui était vraiment un parfait complément à Dominique Olejniczak. Mathis, il apportait déjà ses qualités de shoot et de scoring, et rien que par la menace qu'il représentait, eh bien il était très complémentaire du pivot polonais. Mon sentiment à première vue, c'est que Marcus Santos Silva, qui n'a pas du tout le même profil, eh bien, il joue plus proche du cercle, c'est un très fort rebondeur, mais il n'a clairement pas les mêmes mains qu'avait Mathis Dossou-Yovo. Donc Saint-Quentin risque de perdre beaucoup en menace au scoring sur le secteur intérieur, et la marque devrait, je pense, être majoritairement assurée sur les lignes extérieures. J'espère malgré tout qu'on parviendra à trouver de l'alternance chez Saint-Quentin. Mais je rassure les supporters picards, il y a des motifs d'espoir et pas qu'un peu. D'abord, parce que Julien Mahé est toujours à la tête de l'équipe et ses résultats parlent pour lui, aussi bien en Pro B que la saison dernière dans l'élite. Julien Mahé, il a presque déjà plus rien à prouver, même si forcément ce sera un challenge pour lui de mener à bien sa mission maintien en plus de l'épopée européenne qui attend Saint-Quentin. Son système, il a parfaitement marché la saison dernière, donc pourquoi n'en serait-il pas de même cette année? Ensuite, là aussi, je n'en ai pas parlé, mais il y a eu une ferveur incroyable autour de cette équipe la saison passée et un appui extrêmement fort de la part des supporters. Clairement, que ce soit de simples observateurs ou même les commentateurs de chez Squeak, que je salue par ailleurs, eh bien, énormément de personnes étaient en admiration devant l'ambiance du Palais des Sports Pierre Ratte. Le public, c'était clairement le 6e homme de cette équipe. Il y a eu un soutien sans faille de la part des supporters picards, ce qui a notamment fait de Saint-Quentin une équipe quasiment imprenable à domicile, qui a notamment terrassé, que dis-je, tapé Bourg, Monaco et Lasvel dans sa salle. Et oui, rien que ça, des équipes d'Euroleague. Et ça, c'est quelque chose que l'on devrait retrouver cette saison, c'est sûr, et c'est une grosse force. Et le dernier point, c'est que si je compare avec notamment des équipes que j'ai mis un petit peu derrière et qui devraient se bagarrer, soit pour ne pas descendre, soit pour espérer gratter une place pour les play-in, eh bien Saint-Quentin a déjà des certitudes en faisant dans la continuité. Avec une base de 5 joueurs importants qui sont restés, eh bien on sait déjà quasiment à quoi s'attendre avec Saint-Quentin et les recrues sont venus combler une partie des déficits ciblés la saison dernière ou remplacer des joueurs avec sensiblement le même profil. Je pense notamment à Giovanni Onyangé qui devrait reprendre le rôle qu'avait Melvin Agença, celui de 3&D. Donc un peu de continuité pour faire suite à une équipe qui a performé, eh bien c'est plutôt de bon augure pour Saint-Quentin. Poursuivons avec Nanterre 92, un club sur qui il faut toujours compter, mais qui a connu un été assez mouvementé. Après une formidable saison pour ce qui a été la dernière au coaching à Nanterre pour Pascal Donadieu, eh bien Nanterre a promu Philippe Da Silva à la tête de l'équipe, lui qui a assisté Pascal Donadieu depuis quelques années maintenant. Pascal Donadieu, lui, de son côté, eh bien il va occuper la fonction de directeur sportif au sein du club. Du côté des mouvements de joueurs, on peut citer le départ de l'axe 1-5 qui a été excellent la saison dernière, avec le micro-meneur-shooter Justin Bibbins, parti en Italie, et le pivot sénégalais Ibrahima Falfaye. Deux jeunes joueurs prometteurs sont également partis, Johan Bégarin à Monaco et Joël Ayayi à Nanterre, tandis que Bastien Pinault est retourné dans son club formateur du côté de l'élan béarnais, où il aura davantage de temps de jeu. Enfin, c'est l'autre pivot sénégalais, Amady Ndiaye, qui lui aussi ne sera plus de la partie. Et pour compenser ses départs,
Philippe Da Silva a mis la main sur l'un des meneurs français en vogue, Milan Barbic, déjà passé par le club, en U15 notamment, et qui sort d'une saison, on va dire, à géométrie variable. Et on pourra aussi se satisfaire, côté nantérien, d'avoir mis la main sur l'international Paul Lacombe, mais également sur l'ancien joueur de l'Asvel, Frank Jackson, sur le pivot Rocco. Vous me pardonnerez la prononciation, mais sur le pivot croate Rocco sur le pivot Prkacin, qui nous vient de Grande Canaria. Et plus récemment, la dernière recrue en date, c'est le pivot américain Justin Tillman qui arrive d'une belle saison en Grèce. On peut aussi noter que quelques joueurs sont restés, à commencer par le taulier de l'effectif, Benjamin Séné, qui est apparemment toujours touché à l'épaule. Lucas Fischer sera le prospect à continuer de développer pour Philippe Da Silva, qui pourra tout de même toujours compter sur les postes 4 Desi Rodriguez et Lucas Dussoulier. Petite précision, si la recrue Justin Tillman a mis du temps à être signée, c'est parce que Nanterre avait d'autres pistes et avait initialement ciblé Brice Dessert et Mathis Dossouyovo. Mais le premier a mis le cap sur Strasbourg, tandis que le second s'est envolé en Allemagne, côté Oldenburg. Et comme vous le constatez, à cet effectif, il manque encore une recrue à trouver sur le poste 1. On peut donc considérer que Benjamin Sen pourrait être amené à plutôt évoluer sur le poste 2, ce qui devrait amener Lucas Dussoulier à faire la bascule entre les postes 4 et les postes 3, tandis que Lucas Fischer, va tenter de grappiller des minutes sur le poste 2. Et pour recruter ces joueurs, en tout cas ce meneur, Nanterre pourra compter sur une masse salariale intéressante, puisque le club francilien détenait la 8e masse salariale la saison passée avec le 12e budget. Toujours l'an passé, Nanterre avait réalisé une belle, voire même une très belle saison, puisque les Verts et Blancs ont terminé à la 5e place du classement et ont donné du fil à retordre vraiment à Bourg-en-Bresse en quart de finale des playoffs. Et on pourra aussi mentionner le bon parcours en Leaders Cup qui s'est malheureusement achevé par une défaite en finale face aux Parisiens, l'ennemi juré. Alors que peut-on viser cette saison pour Nanterre ? On l'a vu juste avant, il y a une transition qui s'opère au niveau du coaching et la belle saison dernière a suscité des convoitises chez les joueurs qui ont performé. Les pertes de Justin Bibbins, Joël Ayayi, Falfay notamment ne sont pas négligeables, surtout que Nanterre n'a pas encore remplacé Justin Bibbins au moment où je tourne cette vidéo, alors que la préparation est sur le point de se terminer et que le championnat devrait démarrer d'ici 10 jours. Pour cette raison, je pense que Nanterre pourra difficilement faire aussi bien que la saison passée, c'est-à-dire terminer à la 5e place. L'effectif sera de qualité, je n'en doute absolument pas, mais c'est vrai que le recrutement a été assez tardif, avec le pivot Justin Tillman qui arrivait tardivement, le meneur de jeu, le futur meneur de jeu qui n'est pas encore arrivé, et puis, faut le dire, s'il y aura du potentiel de cette équipe, Nanterre va brûler du gaz comparé à la saison dernière, car elles vont disputer la BCL. Je pense que Nanterre, toutefois, possède les capacités pour viser les playoffs, et si le club nantérien parvient à tirer une belle recrue sur le poste 1, cette équipe de Nanterre sera vraiment très séduisante sur le papier, et devrait, je pense, prendre, pourquoi pas, l'une des places entre les places 7 et 8 qui devrait offrir 2 balles de match, on va dire, 2 munitions pour espérer se qualifier en play-off. Du côté des joueurs à suivre, je vais commencer par parler de Paul Lacombe. Je pense que tout le monde connaît Polo, il a une expérience vraiment longue comme le bras, c'est une valeur sûre du championnat, et son recrutement, je trouve, est une superbe nouvelle pour Nanterre, car il va se rapprocher du profil un peu couteau suisse qu'avait Joël Ayayi, avec une tonne d'expérience en plus. En ça, je pense qu'on peut dire qu'il comble parfaitement le départ d'un des joueurs clés nantériens la saison dernière, et il peut même devenir le leader de cette équipe, à la fois sur mais également en dehors du terrain. Il va clairement apporter son leadership et sera un leader dans l'exemple. Les 2 autres joueurs que je vais surveiller de près, ce sont Milan Barbic et Rocco Prkacin. Milan Barbic, car il a été époustouflant sur le premier tiers de la saison dernière avec Blois. Il était l'un des meilleurs joueurs français à l'évaluation, au point qu'on le voyait déjà discuter pour un titre de MVP en fonction du parcours qu'allait faire Blois. Au final, son rendement il a baissé presque au fur et à mesure de la saison. Il n'a plus eu le même impact. Je l'ai même trouvé plutôt émoussé sur la fin de la saison. Alors, dans un contexte nantérien qu'il connaît bien, puisqu'il est déjà passé par le club, je vais suivre de près ses performances, car il a un vrai potentiel. Mais j'attends aussi surtout de lui de la régularité et une progression dans sa capacité à faire jouer les autres. Et l'autre joueur que je vais regarder, je l'ai dit car il est très intriguant, c'est Rocco Prkacin. Il s'est forgé une belle réputation dans les compétitions internationales jeunes puisqu'il a été le MVP de l'Eurobasket U16 en 2018 avec la Croatie. C'est un grand et jeune pivot de 2,7 m qui n'a pour l'instant pas confirmé son potentiel au niveau professionnel en Espagne.
Il arrive à Nanterre pour continuer à se développer, ce qui n'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça quand on se rappelle que Nanterre a quand même bien contribué à faire éclore des jeunes Mame Diaye, Mathias Le Sort au plus haut niveau. D'autant plus que Amandine Ndiaye était clairement en retrait l'an passé en rotation de Ibou Falfay, donc Philippe Da Silva voudra certainement pouvoir s'appuyer sur une rotation plus stable derrière Justin Tillman. En ça, je vais beaucoup surveiller les prestations et les progressions de ce jeune croate. Maintenant, quelles sont les craintes que l'on pourrait avoir pour Nanterre? Je vais être rapide sur cette partie-là car j'en ai déjà parlé. Il y a là aussi, à l'instar de Cholet, une transition au niveau du coaching. Il y a une fin de cycle avec le passage de relais entre Pascal Donadieu et Philippe Da Silva. Alors c'est moins une crainte qu'un questionnement, mais il va falloir que Philippe Da Silva prouve ses capacités à être le coach principal, même s'il a été formé à bonne école avec Pascal Donadieu. Ensuite, logiquement, le fait qu'il manque le meneur de jeu américain, ça peut faire un peu peur alors que la préparation a bien démarré et que Benjamin Séné pourrait être encore un petit peu en délicatesse avec une blessure à l'épaule contractée la saison dernière. Il va falloir mettre en place un collectif avec des recrues arrivées tardivement. Mais, dans les raisons d'y croire, on peut toujours mettre en avant une certaine régularité dans les performances franciliennes ces dernières années. Et nuancer également l'aspect reconstruction, car Pascal Donadieu ne sera pas loin du terrain. Il reste dans l'organigramme et la transition avec Philippe Da Silva devrait s'en trouver facilitée et était d'ailleurs prévu depuis maintenant 2 saisons. Pascal Donadieu a laissé, c'est vrai, de plus en plus de place et de responsabilité à son adjoint au fur et à mesure que la saison dernière avançait. Ensuite, sur les joueurs qui composent actuellement l'effectif, il y a quand même de la qualité et des joueurs expérimentés. Milan Barbic, Benjamin Séné, Frank Jackson, Paul Lacombe, Desi Rodriguez, Lucas Dussoulier et Justin Tillman, ça fait quand même une très bonne base. Reste à ajouter un meneur d'impact et Nanterre pourra alors vraiment prétendre à viser les playoffs, mais plutôt 6e place, qualificative pour les playoffs, ou plutôt play-in? À vous de me le dire en commentaire. Place désormais au MSB. Comme Nanterre et Cholet, il y aura également un nouveau coach sur le banc sartois. En effet, Elric Delors a pris la décision de couper un petit peu du basket, ce qui a permis à Christophe Lebouille et à Vincent Loriot de mettre la main sur un coach prisé, double champion d'Europe avec l'équipe de France U20. Je veux bien évidemment parler de Guillaume Wizade, qui arrive donc après avoir beaucoup prouvé ces dernières saisons, que ce soit du côté de l'équipe de France U20, mais également du côté de Vichy en Pro B. Et pour entamer ce nouveau cycle, les Manceaux ont réalisé un recrutement intelligent et intéressant. Guillaume Wizade a commencé par ramener dans ses bagages Noah Penda, qu'il a eu sous ses ordres 2 saisons à Vichy et avec qui il a été champion d'Europe U20 cet été. Mais ce n'est pas le seul joueur qui a été recruté en Pro B, puisque Trey Buchanan, le MVP en titre de Pro B, débarque dans la Sarthe. À noter que Guillaume Wizade souhaitait déjà recruter Trey l'année dernière du côté de Vichy. On peut donc affirmer qu'il connaît très bien le joueur, qu'il a d'ailleurs affronté l'an passé à plusieurs reprises. Autrement, 2 joueurs ont été recrutés que l'on connaît plutôt bien dans le championnat de France. Il y a d'un côté David Diléo, qui évoluait du côté du Portel, et Tashon Thomas, qui est déjà passé par le Mans, mais qui a aussi joué un petit peu du côté des Mets 92. Il y a donc eu quelques départs, notamment Devonte Jones, qui a réalisé une très belle saison la saison passée, mais globalement, c'est vrai qu'une bonne partie de l'effectif de l'an dernier est restée, notamment les joueurs JFL. Car oui, c'est une constante ces dernières années au MSB, responsabiliser et développer des joueurs français sur du moyen long terme. Ça a été le cas par le passé avec Charles Cahudi et Terry Tarpey notamment, et c'est encore le cas avec Williams Naras qui s'est inscrit dans la durée au MSB, tout comme Léopold Delaunay plus récemment. Et cette philosophie justifie parfaitement le choix de recruter un coach comme Guillaume Wizade, réputé pour développer et faire performer des joueurs en devenir sur plusieurs saisons. Je pense qu'on ne peut donc qu'être satisfait, côté Manceaux, de la venue de Guillaume Wizade qui devrait s'inscrire sur du long terme au MSB et qui est l'un des coachs français prometteurs dont la présence peut être aussi un vrai argument pour attirer et faire performer des prospects. Vous le savez, j'ai l'habitude de regarder le classement des moyens financiers car ça peut être un indicateur, mais pas le seul, pour deviner quelles pourraient être les ambitions et les objectifs des clubs. L'année dernière, le club Manceaux possédait le 6e budget et la 6e masse salariale. Autrement dit, ce sont des moyens très intéressants. Mais malgré ces moyens, le MSB n'a pas réussi à se qualifier en play-off la saison dernière et n'a pas réellement réussi à trouver son rythme au final. Cette saison, avec l'arrivée d'un nouveau coach, de nouvelles idées, je pense que l'on peut raisonnablement estimer que l'objectif sera de faire la meilleure saison possible pour pouvoir décrocher une place en play-off. Car il y a quand même
un quatuor d'équipe qui semble presque intouchable, mais derrière, c'est vrai qu'il y a 6 ou 7 clubs qui peuvent revendiquer, décrocher les 3-4 dernières places qualificatives pour les playoffs, et je pense très clairement que Le Mans devrait en faire partie. Et dans cette saison où je vais particulièrement scruter le MSB, eh bien, je vais mettre mon focus sur les performances de deux joueurs qui proviennent d'un championnat que j'adore, la Pro B. Et oui, les deux recrues, Noah Penda et Trey Buchanan. Alors, je vais commencer mon petit laïus par Trey Buchanan, qui a été époustouflant la saison dernière du côté de La Rochelle, que j'ai vu de très très près, puisque j'ai été voir la quasi-totalité des matchs de La Rochelle. Trey, c'est un combo guard avec un énorme talent offensif et surtout une qualité et une rapidité de shoot à 3 points qui est très élevée. Il se lève et dégaine vraiment très vite, et je vais suivre de très près son acclimatation à l'étage supérieur, où c'est vrai que le jeu et les joueurs sont plus athlétiques. Il sera forcément ciblé, maintenant on le connaît, mais son duo avec Trevor Hodgins sur le poste 1 peut être explosif en termes d'adresse. C'est toujours intéressant d'ailleurs, et je suis toujours très curieux de voir des joueurs qui ont dominé en Pro B signer en Betclic Elite, et Trey sera forcément attendu, avec son titre de MVP et ses cartons au scoring qu'il a réalisé la saison dernière. Il avait notamment passé 45 points à Denain, et c'est un joueur, on le sait, qui peut très vite prendre très très chaud à 3 points. Il l'a d'ailleurs déjà montré en pré-saison avec Le Mans. Ensuite, je vais aussi suivre de très près les progrès de Noah Penda, qui avec un temps de jeu relativement court, a été impactant et performant tout au long de la saison dernière avec Vichy et Guillaume Bizade. Il sort d'ailleurs d'une campagne très réussie avec l'équipe de France U20, où il a été l'un des leaders de la sélection avec Zachary Perrin, et je suis sûr que vous avez déjà vu tourner sur les réseaux sociaux son fameux tir à 3 points au buzzer pour battre l'Espagne. Noah, il est encore très jeune, il a 19 ans, c'est un prospect, mais qui joue vraiment avec du temps de jeu depuis 2 saisons en Pro B, et il a vraiment passé un cap la saison dernière. Donc je suis très curieux de voir quel cap il va réussir à franchir encore avec cette saison dans l'élite. Maintenant, parlons des interrogations et des doutes que l'on pourra avoir sur le MSB. Ça va être assez rapide et très clair. Mes craintes vont principalement concerner le secteur intérieur, à commencer par la maîtrise du rebond. C'est vrai que lorsque l'on regarde la composition du secteur intérieur, eh bien, on peut se dire que ça peut manquer un petit peu de taille, puisque sur le poste 5, nous avons Tashon Thomas qui mesure 2,3 m, ce qui n'est pas très grand, on va se le dire, pour un pivot, et c'est d'ailleurs un profil de poste 5, Tashon Thomas, qui peut se décaler sur le poste 4. Et l'autre intérieur, Willy Guettet, eh bien, on le sait, c'est un pivot petit gabarit, 2,1 m. Donc oui, les intérieurs manceaux vont avoir un déficit de taille face à leur adversaire, ce qui pourrait les pénaliser dans la lutte au rebond, même si on connaît l'abattage et l'énergie que peuvent mettre Willy Guettet, Williams Naras ou même Noah Penda. Ma seconde interrogation, toujours sur le secteur intérieur, eh bien ça va concerner un joueur en particulier, Tashon Thomas, un joueur qu'on avait vu dominant lors de son premier passage au Mans et plutôt enjambe au 1,92 m il y a 2 ans, mais qui a eu un petit peu de mal à performer l'an passé en Italie. C'est vrai qu'il sort d'une saison un petit peu frustrante et j'ai le souvenir, peut-être pas du tout, alors n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais qu'il pouvait être assez irrégulier dans ses performances, aussi bien dans son engagement que dans le répondant physique. Je vais donc garder un œil sur ses prestations car le MSB va avoir besoin d'un Tashon Thomas à la hauteur, dans tous les sens du terme, pour à la fois contrôler le rebond, malgré une raquette sous-dimensionnée, mais aussi pour montrer l'exemple dans l'engagement. Lui qui fera partie, avec Willy Guettet notamment, des joueurs les plus expérimentés de l'effectif Manceau. Mais que les supporters Manceau ne désespèrent pas, des motifs d'espoir, il y en a plein. D'abord, je pense qu'il faut tempérer les ardeurs. Le Mans, je pense, sur le papier, n'est pas programmé pour jouer le top 6. On est sur une saison, alors je ne dirais pas de transition, mais pas loin, puisqu'on est quand même sur un nouveau cycle qui démarre avec un nouveau coach à la tête de l'équipe. L'un des points positifs, c'est que Le Mans devrait, je pense, avoir une identité de jeu bien définie, qu'on avait parfois un petit peu du mal à ressentir la saison dernière, avec beaucoup de joueurs intéressants, c'est vrai, mais qui n'ont pas forcément répondu aux attentes, et parfois avec des joueurs trop polyvalent. Je sais, c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai que d'un point de vue extérieur, eh bien, j'avais un petit peu de mal à voir quelle était parfois la hiérarchie et les rôles de chacun des joueurs. Cette saison, je pense que le plan de jeu devrait être plus clair. Guillaume Bizade va venir s'appuyer avec une équipe jeune qui va courir, il va y avoir de l'énergie et de la transition. Et un autre motif d'espoir, je pense qu'il y a un des secteurs où le MSB pourrait être très performant, c'est au niveau de son adresse extérieure. Il y a quelques spécialistes en la matière, avec Trevor Hodgins, Trey Buchanan et David DiLeo notamment, qui a fait admirer toutes ses qualités d'adresse et de shoot au Portel la saison dernière. Ça, pour créer du spacing, eh bien, ça me semble plutôt pas mal. Et enfin, on peut quand même parler de pseudo-continuité, parce qu'il y a quand même 5 joueurs qui sont restés.
Il y a forcément des automatismes entre ces joueurs et ça va faciliter l'intégration d'un nouveau système sous les commandes de Guillaume Wizard. On peut d'ailleurs, en parlant de continuité, mentionner que l'ensemble du staff derrière Guillaume Wizard, eh bien, c'est resté le même. Donc pour moi, objectif playoff pour le MSB que je vois placé en fin de saison aux alentours de la 7e place. Autrement dit, dans le play-in avec son destin en main pour se qualifier pour les playoffs. Et finissons cette vidéo avec le SLUC Nancy qui a monté un effectif très séduisant sur le papier. Il y a eu plusieurs joueurs qui sont partis, à commencer par le meneur américain Frank Mason, avec qui l'histoire s'est terminée en eau de boudin. Une légende du championnat également est partie, l'ailier fort Tyron Johnson, qui n'évoluera plus en France la saison prochaine. Meredith Umunu part à Orléans après avoir passé les 6 dernières saisons à Nancy. Il pourra affronter en Pro B Bruno Singalamata, avec qui il était coéquipier la saison dernière, puisque Bruno a signé du côté de Rouen en Pro B, et il pourra également affronter Guillaume Grotzinger, l'un des espoirs nancéens qui a été prêté au Champagne Basket. Mais on n'est pas là pour parler Pro B, on est là pour parler de Nancy. Au rayon des arrivées, le SLUC a recruté intelligemment, en attirant dans ses rangs déjà le duo d'intérieur qui évoluait à Antibes avec le prospect Zachary Perrin, MVP et vainqueur de l'Euro U20 cet été, et Mathieu Boyer, le meilleur pivot de Pro B la saison dernière. À leur côté, ont été recrutés Mathieu Gauzin, Isaiah Washington, un arrière américain au profil scoreur, et Mohamed Amini, la pépite iranienne en provenance de Monaco. Sur le papier, honnêtement, je trouve que ça donne un roster très alléchant et excitant, puisque certains leaders déjà de l'effectif sont restés, à commencer par le duo, l'axe 1-5 Shevon Thompson-Chris Clements, ce qui va assurer, je pense, au SLUC un axe 1-5 plutôt dominant. À leur côté, on va retrouver le shooter Anthony Labanca qui va entamer sa 5e saison en Lorraine et Clément Frisch et Caleb Walker seront également toujours de la partie. Du beau petit monde donc avec des postes bien doublés, ce qui donne à Sylvain Lottier eh bien, une équipe compétitive qui ne sera engagée qu'en championnat, pas de Coupe d'Europe pour le SLUC. Côté budget, le SLUC avait la saison dernière le 14e budget et la 16e masse salariale, ce qui n'est pas réellement énorme. Chris Clements et Shevon Thompson auront certainement les plus gros salaires de l'équipe, mais si le reste du recrutement est très intéressant sur le papier, eh bien, les joueurs recrutés doivent dans l'ensemble être abordables, puisque Mathieu Boyer et Zachary Perrin viennent de Pro B et n'ont jamais joué en première division, tandis que Mathieu Gauzin a connu une saison un petit peu galère avec les Mets et ne doit pas avoir de gros émoluments. C'est donc un recrutement, comme je le disais dans l'entame, intelligent pour le SLUC qui va voir tout de même son budget augmenter d'environ 8%, ce qui lui a permis de boucler une belle équipe sur le papier, de quoi, selon moi, envisager viser les playoffs, ratés de peu la saison dernière, avec malheureusement les blessures de Frank Mason et Shevon Thompson en fin de saison qui a un petit peu gêné les Nancéens. Le SLUC avait donc terminé à la 10e place à une victoire de la 8e place. Une vraie belle performance et progression pour Nancy qui voudra concrétiser cette saison avec une qualification pour les playoffs. Et franchement, au vu de l'effectif monté sur le papier, ça offre déjà de belles certitudes avec des leaders déjà présents l'année dernière qui étaient dominants et des rotations qui me semblent bien plus solides sur le papier que la saison passée. Avec ça, je vois pas pourquoi le SLUC ne pourrait pas être l'une des belles surprises de la saison. C'est pourquoi je les vois terminer entre la 6e et la 8e place, ce qui leur permettrait d'avoir pas mal de possibilités d'atteindre les playoffs, soit grâce à la 6e place, ou alors avec 2 possibilités de rejoindre les playoffs via le play-in. Alors, quels seront les joueurs à suivre côté SLUC cette saison? Si les leaders seront l'axe 1-5 Chris Clements et Shevon Thompson, qui ont été dominants la saison passée, j'ai plutôt envie de mettre l'accent sur 3 autres joueurs, 3 recrues. Mohamed Amini, Zachary Perrin et Mathieu Boyer. Alors, Mohamed Amini, si vous ne le connaissez pas, c'est un jeune Iranien de 19 ans, poste 2-3, qui s'est engagé avec 3 saisons à Nancy. À Monaco, il dominait clairement de la tête et des épaules le championnat espoir. Il aurait déjà, selon moi, pu être une bonne rotation en Betclic Elite dès cette année. Enfin, dès l'année dernière. Mais, que voulez-vous? Quand on est un jeune joueur prometteur à Monaco, c'est difficile d'y trouver une place. Demandez un petit peu à Mathieu Strazel. Pour vous faire un petit peu une idée de son potentiel, sachez que Mohamed Amini, il avait disputé la Coupe du Monde 2023 à Jakarta avec l'équipe iranienne. Il y avait été performant puisqu'il y avait tourné à 13,2 points, 4,6 rebonds et une passe décisive en moyenne. Et tout ça à 18 ans. Plutôt pas mal, non? Les scouts NBA voulaient d'ailleurs le voir jouer en professionnel et ce sera chose faite cette saison du côté de Gentilly. À noter également qu'il aura un statut de JFL à l'horizon 2026.
C'est donc une très belle pioche du côté de Nancy et très clairement l'un des joueurs qui sera à surveiller cette saison. Continuons avec un autre prospect, cette fois français, Zachary Perrin. Ce jeune intérieur de 19 ans sort d'une belle saison à titre individuel, puisque si son équipe d'Antibes a connu une saison plutôt compliquée collectivement, eh bien Zachary, il a eu des responsabilités en Pro B et il a été performant, puisqu'il jouait 24 minutes en moyenne et qu'il avait des statistiques de 10 points et quasiment 7 rebonds par match, ce qui démontre déjà une belle capacité à être performant. Sa saison a été en plus ponctuée d'une vraie domination avec l'équipe de France lors de l'Euro U20 cet été, puisqu'il en a été le leader et qu'il a été MVP de la compétition et dans le 5 majeur du tournoi. Considéré comme un prospect NBA, il est attendu au second tour de la prochaine draft. Sur son poste, donc le poste 4, cette saison, il pourra s'exprimer puisqu'il y a un autre jeune joueur prometteur avec qui il partagera ses minutes, Clément Frisch. Et enfin, quelques mots sur celui qui a été le binôme de Zachary Perrin la saison dernière dans la raquette de Antibes, Mathieu Boyer. Mathieu, c'est un pivot, un intérieur de 28 ans qui est dominant depuis 3 ans maintenant en Pro B et qui n'avait clairement plus rien à y prouver. Ce sera intéressant de voir s'il peut suivre la même trajectoire et la même ascension que Bastien Vautier et Mathis Dosouyevo la saison dernière qui ont parfaitement réussi la transition entre la Pro B et la Betclic Elite. Après, faut voir que quand même Mathieu Boyer, eh bien, elle sera derrière Shevon Thompson dans la rotation, qui aurait été en course pour le titre de MVP du championnat, je pense, s'il n'avait pas été blessé en fin de saison dernière. Je suis en tout cas très curieux de voir comment va évoluer Mathieu Boyer à ce niveau. Il a toutes les capacités pour être performant sur un temps de jeu restreint, ce qu'il a d'ailleurs montré dans cette pré-saison. Il va pouvoir montrer encore une fois que les pivots français qui performent en Pro B, eh bien ils peuvent avoir de vraies responsabilités dans l'élite, et rien que pour ça, et j'ai envie qu'il explose tout cette saison, Mathieu Boyer. Maintenant, parlons des craintes ou des doutes que l'on pourra avoir sur l'effectif nancéen. Eh bien, en vrai, je suis peut-être biaisé, mais je n'en identifie pas tant que ça. Si je voulais être tatillon, je ferais la remarque que le poste 4 va être jeune et que les jeunes Clément Frisch et Zachary Perrin vont devoir de suite être au niveau. Mais c'est plus une observation qu'une crainte, car Clément Frisch, il a vraiment commencé à prendre du galon en fin de saison dernière et je n'ai clairement pas de doute concernant l'impact que va avoir Zachary Perrin dès le début du championnat. Une des craintes, par contre, que je pourrais avoir, ça va plutôt concerner les capacités défensives de cette équipe. Le SLUC, c'est une équipe qui est joueuse, qui aime mettre du rythme, qui aime enflammer les rencontres, qui aime courir. Par contre, c'est vrai que des fois, la saison dernière, elle a été parfois très permissive et passive. Et donc, dans le profil de l'équipe cette saison, il me semble manquer peut-être d'un capitaine défensif. Ce qui m'amène à un autre point. Avec le départ notamment de Meredith Oumounou, eh bien, c'est vrai que ça pourrait manquer d'un aboyeur, d'un ou deux joueurs qui vont montrer l'exemple dans l'intensité, dans le combat, qui vont être vocales, dans le leadership aussi peut-être. Anthony Labanca va peut-être prendre le rôle du capitaine, peut-être assisté par Caleb Walker, je ne sais pas, qui pourrait être le capitaine courage de cet effectif, mais c'est quelque chose en tout cas que je vais surveiller. Les attitudes et la capacité de rébellion que va avoir cette équipe, qui a ajouté de la jeunesse, beaucoup de jeunesse, mais qui semble ne pas avoir trop de joueurs qui vont faire le sale boulot et les actions utiles qu'on ne voit pas forcément dans les stats. Bon, j'ai cherché un petit peu la petite bête, mais vous devez quand même percevoir que je suis sacrément optimiste sur cette équipe de Nancy qui me plaît vraiment plutôt bien sur le papier. Comme je l'ai dit, les rotations vont amener une plus-value, je pense, par rapport à la saison dernière, et le 5 majeur est de grande qualité avec un axe 1-5 qui se veut dominant. Avec un match par semaine et donc pas de Coupe d'Europe, eh bien, le SLUC va vraiment pouvoir être à fond et intense à tous les matchs sans faire de calcul. L'équipe a été construite pour ça, il y a des joueurs qui vont pousser le ballon, ça va partir, ça peut partir même dans tous les sens. Mais il y a aussi de l'expérience dans cette équipe et surtout de la continuité, avec 5 cadres qui étaient déjà présents la saison dernière, et ça peut être un avantage intéressant en début de saison, car les joueurs connaissent la philosophie et les systèmes du coach Sylvain Lottier. Ça va notamment être important pour transmettre ça plus rapidement aux jeunes joueurs et aux jeunes recrues de l'effectif. Comme vous l'avez compris, je suis bien hypé et bien emballé par cette équipe de Nancy cette saison qui devrait être très fun à regarder, autant pour son style de jeu qui devrait être débridé que pour observer la progression de leurs jeunes joueurs prometteurs. Mathieu Gauzin, qu'il ne faut pas oublier, Mohamed Amini, la pépite iranienne, Clément Frisch, qui a vraiment commencé à exploser en fin de saison dernière, et Zachary Perrin, le prospect NBA. Ça va faire encore un paquet de go-to-guys à observer encore cette saison. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Une fois n'est pas coutume, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous l'avez regardé jusqu'au bout et que vous n'avez pas seulement regardé la présentation de votre équipe.
En tout cas, c'était encore une fois un plaisir de vous partager les présentations des différentes équipes. La saison va bientôt démarrer, il ne nous reste plus qu'une seule vidéo à tourner, elle sortira dans quelques jours. D'ici là, je vous invite à vous exprimer en commentaire. Que pensez-vous de la saison des 6 clubs que je viens de présenter? Et je vous dis à très bientôt, bye bye.